Bonjour, bonjour tout le monde. Ça fait drôle parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un live. Allô, Emeline? Salut, content d'être avec toi ce matin. Oui, moi aussi. On est de bonne heure sur le piton, hein? 8 Ouais, heures, c'est vendredi ça, matin. 2 femmes occupées, c'est ça que ça donne. Hein? Quand on essayait de se trouver une plage horaire commune, puis là, ça finit, ben, vendredi 8 heures, t'es-tu dispo? Oui, parfait, on va faire ça. En plus, c'est Black Friday, j'avais comme même pas je m'en souvenais plus, C'est tu sais, que vrai. c'est pourtant assez dur d'oublier, hein, que c'est Black Friday avec la quantité de courriels qu'on reçoit et de promotions de tout genre. Ah, on a des gens avec nous en live, je suis super contente. Je suis comme, ah, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de monde vu qu'il est tôt, 8 heures, mais bon, on est réveillé à 8 heures. Emeline, merci infiniment d'avoir accepté de venir sur ce live, sur cette mini-formation sur la loi 25. T'es-tu tannée d'en entendre parler de la loi 25 ou toi, ça t'excite tellement parce que t'aimes ça? Mmh. Moi, ça m'excite parce que ça me permet de parler d'autres choses. Suite la loi 25, c'est cool, on a notre C'est un checklist, on fait notre prétexte. recherche. Exactement, exact. Oui, c'est ça, parce que bon, toi, tu es experte, tu es formatrice en cybersécurité, donc tout ce qui entoure notre présence en ligne, hein, veut pas. Ouais. Et ben, la loi 25, elle vient encadrer la protection des données. Veux-tu rapidement, peut-être pour ceux en quelques mots qui ne connaissent pas encore cette loi-là, l'expliquer dans tes mots? Certainement, donc c'est une loi, comme tu dis, les lois, sur la protection des renseignements personnels. C'est un truc à plus rallonge, mais je nous épargne les autres détails moins importants et elle vise à assurer la protection des renseignements personnels. Finalement, elle vise à redonner la responsabilité aux entreprises, aux organisations sur la collecte qu'ils font des renseignements personnels, le stockage qu'ils en font et aussi, dernière étape et la plus douloureuse, la destruction. Parce qu'on n'est pas supposé garder ça pour toujours, théoriquement. Hey, tellement. Puis ce matin, je recevais une infolette de François. Est-ce que c'est François Pelletier? C'est ça son nom? Oui, Je valide ça ou quelque chose je comme ça valide pour ça. Ouais. l'entreprise. Puis il disait que il y a. Non, non, c'était pas une infolette, c'est qu'il a répondu à un de mes. Il a répondu à un de mes stories Instagram où je disais c'est le moment de l'année où on se désabonne de plein d'infolettes Oui, parce qu'on se j'ai rend vu. compte que on est abonné à plein d'affaires, puis il dit, je viens de recevoir une infolette, il dit, je pense que c'est quelque chose que ça fait 15 ans, je me suis abonné dans le temps de MySpace. C'est juste pour Wow. dire, là. Fait Ouais. qu'il a reçu ça aujourd'hui, il se fait, ah, ils ont encore mon adresse courriel, tu sais, c'est pas normal, là. C'est pas que, tu sais, c'est tellement précieux, une adresse courriel, là. Tu sais, Ouais. ça se monétise. On met de la publicité pour acquérir des adresses courriel, puis il y a des gens qui vont encore 15 ans plus tard nous envoyer des trucs. C'est, mais on dirait que, il y a 3 ans, j'aurais dit ça, on aurait fait, bah, ouais, c'est pas la fin du monde. Mais là, on se rend encore plus compte de l'importance, de la sensibilité de ces données-là. Ouais. Mmh. Pour ceux qui sont là en live, vous pouvez nous faire un petit coucou. Puis si vous avez des questions, posez-les. Évidemment, si c'est des questions où on a vraiment besoin de creuser, on ne pourra pas répondre en live aujourd'hui. Mais si c'est des questions qui peut-être plusieurs personnes se posent, ça va faire plaisir de pouvoir y répondre. Allô Lucie et allô Valérie, vous êtes là ce matin. Merci beaucoup. Mélissa, super, très contente de vous voir. Hey Mimi! Cool, je suis contente de te voir. Donc, cette première question, Emeline, on commence par où pour se conformer à la loi 25? C'est quoi la première étape? Mais ça peut paraître bête, mais j'ai envie de dire la première étape, c'est de se bloquer du temps à l'agenda pour ça. Parce que c'est pas quelque chose qu'on règle en 5 minutes, c'est pas quelque chose que: «Ah, je télécharge un e-book en ligne puis c'est fait». Ça prend quand même du temps, ça prend de l'investissement en temps. Donc je dirais première étape, bloquez-vous un 2 heures à un moment donné pour justement, tu sais, rapatrier plein d'informations à droite, à gauche. L'idéal, c'est de se former. En plus, tu as une belle formation toi de ton côté, mais tu sais, de se planifier du temps pour le faire. Puis, tu sais, après, il y a plein de grandes étapes. On va parler, nous, un petit peu plus de l'inventaire des renseignements personnels aujourd'hui. Je pense que c'est effectivement la base, même si c'est pas écrit noir sur blanc que ça te prend ton inventaire, mais c'est comme la logique de dire, OK, si je veux protéger les renseignements que j'ai, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je l'ai, qui y a accès, comment c'est protégé,
et toutes les questions qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, je dirais, c'est de se poser du temps. On va avoir tendance à le procrastiner. On l'a sur la Mmh. checklist, hein, on l'a sur la to-do list, mais ça prend le bord parce que ça nous tente moins. Donc, c'est de, tu sais, se créer cet espace un peu cocooning, de dire, OK, on se prend 2 heures, j'allume une bougie, peu importe, je suis à ma Ah, girly un petit peu, mais moi, c'est ça. Je prends mon non. thé, je mets une couverture sur mes jambes, puis let's go, on est parti pour 2 heures. Puis tu dirais, tu sais, on parle de l'inventaire. Est-ce que c'est Ouais. aussi simple que de juste ouvrir un document sur son ordinateur et de commencer à lister? Évidemment, on ne liste pas les données perso des gens, Ouais, hein, on ouais, s'entend? s'il vous plaît. On liste, on fait un inventaire de ce qu'on récolte. Puis Ouais. tu sais, tu dis 2 heures, ça peut certainement prendre 2 heures, puis peut-être plus, parce qu'il faut vraiment faire le tour de tous nos outils. C'est quoi le type de renseignements personnels qu'on pourrait mettre justement? Faire un inventaire, qu'est-ce que ça contiendrait cet inventaire-là? Mais je pense qu'effectivement, tu sais, une étape très, très physique, c'est d'ouvrir un fichier Excel. Tu l'as dit et c'est vraiment parfait. On ouvre un fichier Excel, on ouvre un fichier Word et je pense que même la première étape avant de rentrer dans c'est quoi les renseignements que j'ai à disposition, cartographier qui sont les personnes qui gravitent autour de vous. C'est déjà de catégoriser. Si vous avez des employés, si vous avez une équipe, vous avez des renseignements personnels sur eux. Si vous avez un conseil d'administration, dans le cas peut-être d'une OBNL, vous avez un conseil d'administration, vous avez des renseignements sur eux qui sont différents de ceux qu'on collecte sur l'équipe. Donc, cartographier déjà un petit peu à savoir qui gravite autour de moi. Donc ça, c'est la portion équipe, CA, mais ensuite, mes clients. Est-ce que j'ai des bénévoles? Est-ce que j'ai des stagiaires? Est-ce que j'ai des membres? Est-ce que, tu sais, il y a des abonnés à l'infolettre? Donc, on peut déjà lister qui sont les différentes personnes, qui sont les différents rôles qui gravitent autour de nous. Et ça va déjà faciliter la donne. On va comme catégoriser et ensuite on se dit, bon, ben, pour chacune de ces personnes-là, qu'est-ce qu'on collecte comme renseignement personnel? Et un renseignement personnel, tu le disais, hein, rien qu'une adresse courriel, c'est un renseignement personnel. La définition même de ce qu'est un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier quelqu'un directement ou indirectement. Et c'est pour ça que tu martèles, toi, autant la notion des cookies, que ça nous prend une bannière, Ouais, parce qu'un cookie, il y a une adresse IP en arrière qui ouais. permet d'identifier indirectement une personne. Donc, aussi bête qu'un nom, prénom. Et tout à l'heure, je vais parler un petit peu plus du degré de sensibilité, mais je vous dis tout de suite que moi, j'aime moins parler d'un renseignement. Est-ce qu'il est sensible ou non? Mmh. Parce que à lui tout seul, peut-être qu'il ne l'est pas, mais avec plein d'autres informations à la même place, C'est ça, ben, la notion de direct et indirect, tu sais, parce que c'est sûr, une adresse ouais, IP, je pourrais pas dire cette adresse IP appartient à Emeline Monson qui habite à telle adresse, qui fait tel truc, tu sais, c'est sûr que non. Mais quand on vient mettre toutes ces informations-là en commun, de un, mais de deux aussi, c'est que, tu sais, quand quelqu'un vient sur notre site, on va tracker ce qui se passe. La majorité des gens, on a Google Analytics, puis Google Analytics géolocalise. Donc, moi, si tu me dis, je suis sur ton site présentement, Patricia, je suis en train de chercher une information, moi, je peux aller dans Google Analytics, je l'ouvre, je vais dans la vue en direct et je peux savoir, tu es où dans le monde, là? T'es-tu au Québec? Est-ce que tu es en France? Est-ce que tu es en Tunisie? Je le vois que quelqu'un, un utilisateur, qui est à tel endroit. Donc, peut-être, toi, tu vas me dire, ah, je suis au Québec. Non, c'est même pas vrai. Tu es en France, Emeline, menteuse. Donc, c'est exact. quand même. Non, mais c'est vrai, tu sais, de savoir où se situe la personne, c'est quand même une information qui est. Qui appartient à cette personne-là. On n'a pas à, si elle ne veut pas nous la donner, on n'a pas à la récolter, à l'avoir, finalement. Donc, on ouvre un document sur notre ordinateur. Est-ce que tu dirais, mettons, une bonne pratique, ce serait, bon, si je suis sur Google Drive ou Dropbox, là, on s'assure que c'est sécurisé aussi, hein, évidemment. Est-ce que tu dirais, ben, je m'ouvre un dossier qui s'appelle Conformité loi 25, puis je commence à mettre mes dossiers là-dedans. Ça serait une bonne pratique? Ça serait une bonne pratique parce que l'avantage avec ces outils en ligne-là, c'est qu'il y a comme un backup, il y a comme une sauvegarde continuelle, ce qui fait que si tout le travail, le 2 heures qu'on s'est donné avec notre petite bougie, notre thé et notre couverte sur les cuisses, puis que là, mon ordi, je le perds, ou il y a un bug avec le fichier, ou peu importe, on perd tout le contenu. Donc, le drive, ça peut être une bonne idée dans ce sens-là. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, mais c'est hyper important dans ce dossier conformité, mettez pas des choses sensibles là-dedans. C'est comme on le disait, là, on veut lister les renseignements personnels. Mais on veut lister les catégories. On ne veut pas Ouais. lister les vrais renseignements pour vrai. Donc, si vous avez des numéros d'assurance sociale, s'il vous plaît, ne les mettez pas dans ce dossier-là. On Non, marque juste exact. numéro d'assurance sociale. That's it. Absolument. Puis tu sais, tu disais peut-être catégoriser parce que, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aux renseignements des clients parce que, bon, je suis en Oui, marketing, mais il y a les employés, les stagiaires, comme tu as dit, les partenaires. Puis, il faut faire attention aussi parce que dans le B2C,
on a pratiquement que des renseignements personnels d'individus. Dans le B2B, il va y avoir des renseignements plus liés aussi à la profession de la personne. Mais quand même, un nom, un prénom, tu sais, il y a d'autres informations. Souvent, on ne possède pas juste le nom, le prénom, l'adresse courriel hein, de nos clients. Dans le B2B, on peut avoir d'autres informations. Donc, ça aussi, c'est important. Fait que, si je comprends bien, toi, tu catégorises donc informations que je possède sur mes clients, mes partenaires d'affaires, slash pigistes, slash peu importe, et par exemple sur mes employés, sur les bénévoles. Tu sais, je pense à Tiffany. Allô Tiffany, je suis contente de te voir ici, qui est de Moisson Rive-Sud, qui certainement, il y a des bénévoles hein, qui gravitent autour d'un organisme comme ça. Donc, c'est des informations personnelles. Tout à fait, tout à fait. Il y a une micro-distinction à faire entre un renseignement personnel et professionnel, mais la grande idée est là. Puis après, moi, j'invite les gens à dire, OK, une fois que j'ai listé ça, que je me questionne pourquoi je le fais. Tu sais, des fois, on collecte des renseignements depuis des années, on ne s'est jamais re-questionné là-dessus, mais le pourquoi va déjà nous permettre de se baquer. Tu sais, le jour où il arrive quelque chose, ben, cette information, on l'a pour telle raison, mais de deux aussi, peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, c'est pas utile et le collecter, c'est se mettre à risque finalement. Et ça m'amène aussi à toute la notion de délai de conservation. Je te prends un exemple tout bête, mais un spécimen de chèque. On va le collecter souvent pour payer les gens ultimement au moment de l'embauche. On leur demande leur spécimen de chèque, mais je vois beaucoup dans les entreprises en ce moment qu'on garde cette information, on garde ce document. Et moi, je challenge souvent mes clients en leur disant pourquoi tu le gardes? Parce qu'ultimement, une fois que c'est rentré dans ton espace de paiement, de service de paye, tu n'as plus aucun moment besoin d'avoir ce spécimen de chèque-là. C'est déjà rentré. Et le garder, c'est prendre le risque de le perdre. Et moi, j'ai très longtemps pensé très naïvement, je me suis dit, si un fraudeur a mon spécimen de chèque, il m'enverra des sous. Grave erreur, c'est pas du tout ça qui arrive. Il va avoir le spécimen de chèque, il va en recréer un nouveau de toute pièce, puis là, c'est mon compte de banque à moi qui se fait débiter, donc c'est beaucoup moins drôle dans ce Oui, sens-là. ben, il pourrait essayer de soustraire un prêt avec tes informations parce que dans le fond, sur le chèque, il y a ton numéro de banque, de ton compte, etc. Donc, il peut arriver, s'il usurpe ton identité avec d'autres informations, puis qu'il arrive quelque part, puis il y a tes informations bancaires, là, il y a beaucoup il y a beaucoup plus de chances, c'est un risque pour toi, beaucoup plus de risques que tu te fasses frauder. Ben oui, absolument. Ben justement, est-ce que la distinction, puis je vois que c'est une question de Claudia qui dit c'est seulement des informations personnelles des individus, aussi des informations des compagnies dans le cas du B2B. Est-ce que tu peux nuancer un petit peu cet aspect-là qui est quand même, qui reste flou, là? Mais au niveau du site web, la commission d'accès à l'information a un site web évolutif, puis par évolutif, son nom le dit bien, c'est qu'il bouge et qu'il change. Donc, jusqu'à juillet à peu près cette année, on n'était pas sûr, c'était vraiment l'ambivalence avec les renseignements professionnels, on savait pas trop, on l'interprétait, mais sans en avoir la certitude, alors que maintenant, c'est clairement indiqué sur leur site web, modification au courant du mois de juillet, en disant qu'un renseignement professionnel, c'est un renseignement qui identifie une personne dans le cadre de ses fonctions et que ces renseignements-là n'embarquent pas dans la loi 25 puisque c'est pas considéré comme des renseignements personnels. Donc, ce qui va être considéré comme professionnel, souvent, ça va être effectivement le nom, prénom d'une personne. Donc, admettons, on a un organisme partenaire et je suis en contact avec un des membres de l'équipe pour quelle que soit la raison. Son nom, prénom, son adresse courriel de job, son numéro de téléphone, son adresse au bureau vont être considérés comme des renseignements professionnels. Et maintenant, il y a toujours un peu tu sais, les situations embêtantes ou exemple, mon comptable, c'est professionnel, c'est un comptable. Sauf que son adresse courriel, admettons, c'est un gmail.com. Fait que là, on est comme embêté à savoir, bon, mais est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? La réponse, c'est qu'en fait, tout dépend de la nature de la relation qu'on entretient avec cette personne. Si c'est une relation professionnelle, on va pouvoir catégoriser ça comme professionnel. Donc, il y a certaines organisations aujourd'hui qui se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins de renseignements personnels que qu'est-ce qu'ils pensaient, du fait justement qu'une grande portion sont des partenaires, sont des collaborations professionnelles. Mais gardez en tête que le côté RH, ça, on peut pas y échapper, clairement. Il y a toujours, tu vois, hier, j'accompagnais un dépanneur. Un dépanneur, ils ont très, très peu d'informations sur les clients qui sont de passage. Parce qu'ils font juste payer, tu as les 4 derniers chiffres du numéro de carte de crédit, mais tu n'as aucun autre élément. C'est ça. Mais sur ton staff, tu as quand même toujours le numéro d'assurance sociale, les dates de naissance. Ça, c'est quelque chose, on a tendance à sous-estimer la valeur et la sensibilité d'une date de naissance parce que il y a juste à y penser. Tu sais, le jour, le mois, l'année, on est très, très proche d'avoir un numéro de permis de conduire, un numéro de RAMQ avec ça.
Ben oui, absolument. C'est à partir de ces informations-là que ces numéros-là sont créés. Oui, Ouais. absolument. Euh, donc, là, on a parlé de faire l'inventaire. C'est quoi l'étape suivante? Une fois qu'on a fait l'inventaire, puis, petit aparté, ça va être un document évolutif. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez être dans le bain, dans la douche, ah, j'ai oublié de mettre Ouais. tel truc. Tu réouvres ton doc. Tu sais, puis on s'entend, on fait tout ça pour être diligent, mais aussi si on se fait auditer. On n'aura pas besoin d'être parfait, là, la CAI, la Commission d'accès à l'information du Québec, si on leur montre qu'on Ouais. a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on a, ben, Oui. on devrait bien s'en sortir. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, je ne sais pas ça va être quoi exactement leurs critères, mais si on leur montre, regardez, là, j'ai fait l'inventaire, j'ai un document, là, ça va être la suite, là, peut-être que je devance sur les incidents, les brèches de sécurité. Mais tu sais, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses-tu que c'est suffisant? Puis là, je veux pas te mettre en boîte, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense qu'effectivement, c'est faire preuve de bonne foi parce qu'on s'entend en ce moment, il y a beaucoup d'organisations qui sont pas conformes. Par contre, moi, je les rassure en disant, il y a personne qui va débarquer demain matin chez toi qui va te coller une amende. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Au niveau des sanctions, ça va être beaucoup plus, tu d'abord, étape numéro 1, un avis de non-conformité. Donc, déjà, c'est rassurant parce que là, j'ai quelqu'un dernièrement qui me dit, ah, on m'a fait dire qu'il y allait avoir des amendes qui allaient tomber à partir du mois de janvier. Je suis comme, on va se calmer un petit peu. Donc, il faut rationaliser par rapport à ça, mais oui, d'être Ouais. peut-être de bonne foi, de pouvoir démontrer qu'on est dans une étape, qu'on cherche à se conformer, qu'on a mis des choses en place et comme tu le dis, qu'on y va avec nos propres moyens. Parce que là, il y a plein d'entreprises qui essayent de nous pousser des solutions un peu automatisées pour aider à la surveillance, à la détection, à la protection, mais c'est pas pour le budget de tout le monde. Il y a des choses qu'on peut faire manuellement à la mitaine et ça fait amplement la job quand même. Donc, c'est de trouver aussi notre équilibre là-dedans. Puis, si je reviens effectivement à mon inventaire, moi, je suis quelqu'un j'essaye de mettre des images dans la tête des gens. Voyez d'abord comme une première colonne à savoir qu'est-ce que vous collectez. Donc, on l'a dit, on a comme splitté les catégories de personnes. On a listé c'est quoi les catégories de renseignements, le pourquoi. Ensuite, il y a toute la notion de délai de conservation, combien de temps on garde ça. Donc, RH, c'est beaucoup les délais légaux, enfin, les délais de conformité. Et ensuite, la loi, elle nous dit détermine tes délais, respecte-les. Donc, on a quand même beaucoup de latitude, à moins que vous fassiez partie d'une association, d'un ordre professionnel qui, eux, vont régir les délais de conservation. Sinon, vous avez quand même beaucoup de loose. Comme on parlait du spécimen de chèque, on peut dire destruction dès le moment où est-ce que c'est sur le service de paye. Pas besoin de garder ça plus longtemps. Donc, il y a la notion de délai de conservation. Puis ensuite, il faut après savoir un petit peu plus à quel endroit est-ce que j'ai des renseignements personnels. Donc, c'est bien beau de savoir qu'est-ce que j'ai listé, c'est quoi, mais ça se trouve où? C'est quoi les principales plateformes qui contiennent des renseignements personnels, que ce soit notre CRM, que ce soit notre boîte courriel, que ce soit papier, parce que la loi Oui. 25 embarque sur le papier aussi, que ce soit le Drive, on parlait du Drive. Donc, où sont stockés tous ces éléments-là? Et donc, c'est un peu la suite de savoir le degré de sensibilité de cet espace de stockage compte tenu de qu'est-ce qu'il contient, de savoir qui a accès à ça de façon sommaire. Quand on est tout seul dans notre entreprise, c'est facile. Mais quand on commence à être une certaine gang, on perd souvent le contrôle et la portion cybersécurité de moi vous dit ensuite, ces plateformes qui contiennent des renseignements personnels, vous ne voulez pas d'un incident de confidentialité. Je vais rentrer ensuite sur c'est quoi les devoirs si ça arrive, mais on n'en veut pas d'incident, donc il faut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça n'arrive pas. Comment on fait ça? C'est en renforçant la sécurité de ces plateformes. Souvent, les personnes que je côtoie me disent « Moi, j'ai rien sur mon ordi, tout est sur le Drive, c'est pas ma responsabilité. » C'est pas vrai que c'est pas ta responsabilité. C'est une responsabilité qui est partagée. C'est une responsabilité d'une portion du drive, du fournisseur, parce que ils doivent quand même nous fournir quelque chose de sécurisé, et c'est le cas en ce moment. Mais il y a une porte d'entrée qui est la nôtre. Il y a autant de portes d'entrée et de vulnérabilités possibles qu'il n'y a de combinaisons courriel mot de passe. Chaque personne qui a cette combinaison rentre par cette porte-là, et si quelqu'un de non autorisé y accède, c'est le jackpot en arrière, il y a une panoplie d'informations qui s'y trouvent. Donc, sécurité, vraiment. On avait fait un live, toi et moi, il y a peut-être 1 an ou 2, mais vous le réécouterez parce qu'on parlait des mots de passe, justement. C'est tout bête, mais en 2023, presque 2024, on parle encore de mots de passe parce que c'est le truc le plus pénible et douloureux de l'univers, mais ça prend des mots de passe robustes, ça prend des mots de passe uniques, le double facteur d'authentification aussi, qui est souvent Oui, c'est pénible. chiant, mais regarde, c'est qu'on se protège pratiquement un peu contre soi-même parce que justement, c'est l'ultime. Tu sais, bon, j'ai mon téléphone, je vais recevoir un code, OK, il est où mon téléphone dans la maison, je le cherche, ah, c'est chiant, faut que je me lève du divan. Tu sais, mais on se protège
tu sais, de cette Mmh. manière-là. J'aimerais ça revenir sur un truc qu'on a parlé, la boîte courriel. Moi, c'est, Ouais. bon, peut-être que c'est, tu vas peut-être me dire, on fait pas ça, mais tu sais, moi, je vais envoyer mon spécimen de chèque par courriel. Je vais envoyer bien des choses par courriel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire après? Est-ce qu'il faudrait que j'aille le supprimer dans ma boîte d'envoi? Est-ce qu'il faudrait que je demande à la personne au bout de supprimer le courriel une fois qu'il est reçu, d'aller vider la corbeille parce que juste supprimer, c'est pas suffisant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est ça qui m'embête avec le courriel, c'est que, on confond souvent boîte courriel et espace de stockage, alors que c'est souvent la première place qui se fait pirater dans la vie et même au niveau de l'envoi, au niveau du transfert, c'est pas le mode le plus sécurisé et on perd ensuite le contrôle sur, tu sais, effectivement, même si tu dis à la personne de l'autre bord: «Supprime-les», qu'est-ce qui me dit qu'elle va vraiment le supprimer? Donc, Mhm, tu sais, il y mhm. a toute cette notion-là. Moi, si à choisir, j'aime beaucoup plus qu'on utilise le Drive dans ces conditions-là, de se créer, tu sais, un dossier dans le Drive vraiment partagé avec l'adresse courriel de la personne, pas n'importe qui dispose du lien, mais vraiment Ouais, un espace de transition de dire: «Hey, je te mets ça à cette place-là». J'aime beaucoup plus ça, mais sinon, effectivement, tu sais, on est en plein dans la sécurité versus fonctionnalité. Si je vous dis: «Envoyez plus de courriel, vous allez m'haïr», c'est pas ça l'objectif. Donc, tu sais, on baisse la sécurité pour quelque chose qui fait du sens, mais que ce soit plus fonctionnel. Donc, dans ces ouais. conditions, oui, je recommande de si c'est la seule option, de l'envoyer de cette façon-là, très bien, mais de le supprimer de notre côté, une fois dans les éléments envoyés. Normalement, théoriquement, la corbeille, elle, se supprime à chaque 30 jours, mais c'est quand même une bonne pratique d'aller supprimer, La ce qu'il y a dans la supprimer. corbeille. Mais c'est ça, le la bonne pratique, ce serait de dire à l'autre personne de l'autre bord de s'en débarrasser, elle aussi, mais là, on perd du contrôle. On perd du contrôle. On perd, on n'a pas de On contrôle l'a pas de là-dessus. contrôle du tout, Non, c'est ça. Mais exact. j'aime ton expression que bonne pratique, c'est juste essayer d'avoir des bonnes pratiques à partir d'aujourd'hui. Fait que là, on laisse tomber le passé, là. Bon, on n'était pas notre affaire. OK, regarde, on met là, ça de côté. À partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire Mmh, pour être. Puis, pas juste pour dire je vais me conformer à la loi, mais on se conforme aussi à quelque chose que on va être content que les entreprises se conforment quand il va être question de nos exact. propres infos à nous. Donc, faisons-le, nous, au sein de notre entreprise aussi, pour, tu sais, un peu participer à ce mouvement collectif de société où on va enfin s'intéresser aux données personnelles. Tu sais. Il y a une Mmh. question de Mimi qui dit est-ce qu'on devrait mettre notre politique de confidentialité en bas de nos infolettes? Euh, Moi, je dirais que non, parce que la politique de confidentialité, c'est vraiment sur le site web que ça va. Donc, je crois pas que c'est nécessaire. Je sais pas ce que tu en penses, Emeline. Ouais, D'après je vais dans moi, la même direction que toi. donc Je vais dans juste la même sur le direction que toi. Par contre, je fais le pont entre ce que tu disais juste avant et la question, parce que je trouve que, tu sais, souvent, on va la motivation première de se conformer à la loi, c'est parce que c'est obligé, puis c'est plate, puis mais tu sais, moi, j'essaie de voir toujours le positif dans tout ça et je me dis que ça peut aussi être une façon de se démarquer, que ça peut être quelque chose qu'on met de l'avant, cette conformité, peut-être anticipée qu'on peut avoir par rapport à d'autres organisations et ça pourrait être une bonne idée de dire justement, tu sais, de rajouter en bas de la folette plutôt que d'utiliser pardon, au lieu de renvoyer à la politique de confidentialité, ben, on pourrait avoir une petite phrase qui dit: «La protection des renseignements personnels est importante pour nous. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont on protège tout ça, vous pouvez lire notre politique». Tu sais, on c'est un petit paragraphe qu'on peut mettre un petit peu partout pour rassurer, pour se démarquer en disant: «Bon, ben, tu sais, moi, quand je vois ça, je suis comme: "Ah ben, c'est quand même cool", tu sais? Vraiment, j'ai le sentiment que ça peut vraiment être un argument marketing ensuite. Après, il faut quand même suivre, ce qu'on promet en arrière, mais ça peut vraiment être intéressant dans des factures, dans des propositions, peu importe, ça fait une petite touche, Ben différente oui, de ce qu'on peut voir. tout à fait. Puis, tu sais, il va y avoir des entreprises où c'est encore plus important. Je pensais l'autre fois aux agents de voyage. Les agents de voyage à qui on envoie des copies de notre Oui, passeport, tu sais, pour préparer notre arrivée à l'hôtel ou peu importe. Hey, c'est une très grosse information, là, une copie du passeport, là. Donc, où est-ce que ça s'en va après? Moi, je veux que ça soit détruit, là, tu sais. tout à Ouais. fait, tout à fait. Ben, là, Euh, tu étais pas sans savoir, moi, je reviens d'Espagne justement et ça oui, avait été ça. Il y avait une démarche qui était nécessaire de la part de l'agence de voyage, genre: ouais, «Envoyez-nous vos passeports par courriel». Alors moi, je suis la personne un peu chiante parce que c'est pas vrai que je vais envoyer mon passeport par courriel parce que ouais. j'ai de la paranoïa un petit peu partout, des formations professionnelles. Ben, Bon, tu baignes finalement, là-dedans. on a trouvé une autre solution, mais tu sais, c'est on peut l'envoyer par courriel, mais tu sais, le truc que j'ai vu à ce moment-là, on était dans un groupe, Facebook et là, la fille, elle l'a mis direct sur le groupe Facebook, son passeport, aux yeux de tout le monde. Je suis Oh! comme: «Non fille, fais pas ça, s'il te plaît». Donc tu sais, c'est quand on parle de bonnes pratiques, l'équilibre sécurité, fonctionnalité, il y a des no-go clairement. À ce moment-là, j'aime mieux que tu l'envoies par courriel. Idéalement, on trouve une autre solution, mais tu sais, c'est
clairement, passeport et Ah, agence de voyage. Mais il totalement. y a plein de métiers comme ça, on pense pas, mais les photographes, Oui, ça dépend des photos que tu prends, mais admettons, tu fais des séances boudoir. Fais oui, attention comment tu transmets ça, parce que souvent, on va utiliser WeTransfer, avec mon bel oui, petit accent, mais il y a quand même une copie de ces photos de moi à moitié tout nu sur Internet, sur un serveur que je contrôle pas trop, que oui, ils sont supposés s'en tout à fait. débarrasser au bout d'un certain temps. Mais si, admettons, il y a une fuite de données durant cette fenêtre de temps-là, c'est intense au niveau de la crédibilité de notre photographe. Donc, Oui. il y a Ah, plein de métiers totalement. comme ça. Tellement. Je vais tousser, excuse-moi. Vive les microbes. Oui, c'est ça. Euh, Valérie, elle demande, j'ai une boutique sur Wix. Lorsque les gens font un paiement, est-ce que les renseignements sont ma responsabilité ou celle de Wix? Alors, si de ton c'est une responsabilité qui est partagée. Réponse courte, c'est une responsabilité qui est partagée. Wix, ils ont une copie, toi, tu as une copie, vous êtes chacun responsable de chacun vos copies. De ton côté, théoriquement, ça va être à confirmer, mais avec Wix ou n'importe quelle autre plateforme de paiement, tu as pas accès directement en clair, normalement, au numéro de carte de crédit. Complet, c'est ça. Tu peux avoir les 4 Exact. derniers chiffres pour identifier la carte, pour dire à la personne: «Ah, tu as payé avec telle carte», mais sinon, c'est tout. On n'a pas plus d'infos. Non. Tu as le nom, prénom, tu vas avoir l'adresse pour la facturation, l'adresse courriel et les 4 derniers chiffres. Donc, c'est les renseignements personnels que tu collectes. Les 4 derniers chiffres permettent d'identifier la personne quand même indirectement. Donc, on le considère comme un renseignement personnel, mais tu es simplement responsable de ce bout-là. Et puis, oui, que c'est responsable de son bout à lui. Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, ces infos-là devraient être supprimées après un certain temps? Donc, par exemple, Wix, mais tu sais, moi, j'utilise Stripecart. Avec Stripe, par exemple, qui est la plateforme de paiement que j'ai associée. Est-ce que là, je devrais aller dans Stripe et supprimer des choses après un certain temps? Dans tous les cas, oui, un renseignement personnel, ça a une durée de vie, ça se garde pas pour toujours. C'est Donc, ça. toutes les choses qu'on a devraient être supprimées au bout d'un certain temps. Le délai, c'est à nous de le déterminer, mais ce qui va être important, c'est la notion d'inactivité. Tu sais, quelqu'un que je sais qui commande à chaque 6 mois, à chaque année ou même à chaque 2 ans, ben, tu sais, on va garder ces renseignements parce que ça va faciliter la vie de tout le monde aussi. Puis, au niveau de la sensibilité de ce qui est collecté, tu sais, on peut se permettre, on prend un risque, mais pas un trop gros risque de le garder. C'est Donc, c'est une calculé. période d'inactivité qui est importante. C'est pour ça qu'avec nos clients, ça peut être, admettons, la personne, elle a pas recommandé sur mon site web depuis 5 ans. Ben, tu sais, après ce 5 ans-là, c'est là qu'on va s'en débarrasser. Mais il y a quand même une période d'inactivité qu'on se laisse parce qu'on va pas supprimer tout demain matin non plus, sinon on va rusher aussi, pour nos systèmes. Ben, c'est sûr que là, après, ça balancera plus. Tu vas vouloir faire tes impôts, tu vas vouloir envoyer tout à tes comptables. Ah non, mais j'ai tout Ouais, supprimé. Ah non, ben ouais, ça marche pas. Ben, tu sais, Paul donne des super bons exemples. On n'envoie pas un RIB, donc un numéro ouais. associé à notre compte. Mais tu sais, Paul, qui est de France, en France, ça fait plus longtemps aussi, le Mmh. RGPD, ça fait plus longtemps qu'ici, mais je crois, de ce que je comprends, que c'est pas partout quand même en France, en Europe, que c'est conforme. Donc là, nous, c'est super récent. On va avoir le temps de se conformer, autrement dit. On va pouvoir le faire petit à petit. Euh, Ensuite, on a parlé, donc, un inventaire. Ensuite, on regarde aussi au niveau des délais de conservation. Ça, est-ce que les délais de conservation, c'est à notre bon jugement? Parce qu'il y a pas nulle part qui est écrit après 4 ans et demi, tel reste, tu le supprimes. Après 7 ans, tel truc, tu le supprimes. Donc, c'est un peu à nous de faire ça, de décider. Ouais, exact. En fait, le seul où est-ce qu'il y a des balises un petit peu plus, ça va être le côté RH ou bien pour vos clients, comme je disais un peu plus tôt, si vous êtes membre d'une association, d'un ordre professionnel, c'est eux qui vont, régir. Exemple, je pense à la chambre de la sécurité financière, donc pour les conseillers en sécurité financière, eux, ça va être un 5 ans. Donc tu sais et j'ai vu un truc vraiment intense, ça c'est l'ordre des, les arpenteurs géomètres. Eux, c'est à perpétuité, ils doivent garder ça pour toujours. Ça, c'est intense, mais je pense que eux vont Mais je devoir pense que c'est, ouais. s'ajuster. Mais ça, c'est parce que les terrains, c'est quand même, tu sais, c'est plus compliqué. Puis souvent, c'est pour retourner en arrière pour savoir, v'là 100 ans, v'là 150 ans, à Ouais. qui appartenait ce terrain-là et tout. Mais ouais, quand même. Ouais, ouais, je comprends. Les Mais tu ouais, testaments, ces choses-là ouais, aussi, tu ouais, sais. Ouais. ouais, Il y exact. a des domaines où les données sont plus sensibles. Mimi a dit: «Je suis étonnée, je comprends que Stripe et PayPal ne s'occupent pas de gérer les infos confidentielles de nos clients.» Juste être certaine qu'est-ce que tu veux dire, mais tu le dis dans ta phrase, nos clients, c'est tes clients à toi. C'est Ouais, ça aussi. C'est si PayPal ou Stripe n'auraient pas récolté d'informations si tu n'avais pas mis quelque chose en vente. exact.
Donc, Ouais. tu es responsable. Tu parlais d'une responsabilité partagée parce que oui, évidemment, l'info est sur la plateforme. Si Stripe se fait hacker, ben là, c'est sûr que c'est pas de ta faute à toi, Non. mais tu as quand même contribué à ce que cette information-là soit collectée. Donc, tu es responsable. On parle aussi des incidents de confidentialité. J'aimerais qu'on termine avec ça ce matin. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait si... Moi, j'ai reçu récemment, mon infolette, elle est sur Keep de Infusionsoft. Et j'ai reçu il y a peut-être quelques mois, ils ont dit changez vos mots de passe. On pense qu'on a eu un problème. Ils sont pas sûrs, mais ils ont Ouais. vraiment dit donc changez vos mots de passe, faites attention à ce que il y avait une petite recommandation. Moi, bien sûr, j'ai une liste courriel d'à peu près 7-8 000 courriels là-dessus. Est-ce qu'il faut que j'informe ces 7-8 000 personnes-là qu'il y a peut-être eu un incident avec l'outil de gestion de mailing que j'utilise? Réponse courte, ça dépend. C'est la réponse la plus courte de l'univers. Mais en fait, il y a 2 types d'incidents, si on peut les catégoriser comme ça. Tu as l'incident de confidentialité qui aura pas beaucoup d'impact pour les personnes concernées et tu as l'incident de confidentialité que là, il y a un gros impact. Puis le mot-clé important, c'est la notion de risque de préjudice sérieux. Un risque de préjudice sérieux, c'est comme, tu sais, quand on était jeune, on se blesse, on se fait un bobo, puis il y a des bobos qui saignent, puis il y a des bobos qui saignent pas. Donc, c'est la même idée. Il y en a, c'est l'hémorragie, ton parent, il est freak, il faut aller à l'hôpital, il faut aller guérir ça. Et l'autre, c'est comme, oh, tu en fais un petit bisou magique, c'est pas très grave. Donc, c'est vraiment les deux notions. Et le risque de préjudice sérieux, c'est le fait que le renseignement personnel qui a fuité pourrait porter atteinte à la réputation de la personne, pourrait porter atteinte à son dossier de crédit, entraîner une perte financière, lui faire perdre sa job, vol d'identité. Donc, tu sais, c'est la grosse hémorragie, les gros bobos. Dans ton cas, à toi. Dans le cas d'une infolettre, qu'est-ce qu'on a sur ce type de plateforme-là? Tu vas avoir le nom, prénom de tes abonnés, tu vas avoir leur adresse courriel. Là, on est plus dans le bisou magique, pas très, très grave, dans le sens où c'est quand même un incident de confidentialité. On doit quand même compléter notre registre d'incidents. Puis ça, on n'en a pas parlé, je peux et en lâcher un Oui, petit mot ensuite. oui. Mais c'est tout. J'ai pas d'autre obligation parce que j'ai pas besoin de contacter les gens pour les aviser. J'ai pas aucune autre obligation du fait que, oui, c'est un incident, mais le risque de préjudice sérieux est absent Oui. complètement. Et là aussi, pour revenir à le registre d'incidents, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier Excel, là aussi, qui dit, bon, ben, il est arrivé ça à telle date, je m'en suis rendu compte à telle date, parce que des fois, il peut y avoir une différence entre le jour où c'est arrivé pour vrai et le moment où est-ce qu'on s'en rend compte, nous. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je fais pour éviter que ça réarrive? Est-ce qu'on a un risque de préjudice sérieux? Et si c'est le cas, si on est dans un cas de figure où c'est des numéros d'assurance sociale qui ont fuité, c'est des spécimens de chèques, c'est des dates de naissance, ou, tu sais, juste trop d'informations à la même place, ben là, on a 2 devoirs supplémentaires. Donc ça, on veut pas que ça réarrive. Pas juste pas que ça arrive, point, cette Oui, notion-là. oui, c'est Parce ça. que, numéro 1, on doit s'auto-stouler à la commission d'accès à l'information, on doit Ça, tous s'auto-dénoncer. les, j'aime ça. Oui. Et on doit, ils ont un formulaire sur leur site web, donc qui simplifie les étapes, bien sûr. Et on doit aussi, là, à ce moment-là, prévenir, aviser les personnes concernées pour qu'elles puissent prendre des mesures de leur côté. Tu es dans un cas de numéro d'assurance sociale, ça se peut que je vais appeler Equifax TransUnion pour mettre une alerte à mon dossier. Donc, c'est Ouais. les 2 devoirs supplémentaires. Parce que si on se fait auditer et qu'ils voient qu'il y a eu ça et qu'on n'a rien fait, c'est Oui, là qu'on va se faire taper sur les doigts encore plus. exact. Ruth qui dit suite à un achat en ligne avec option de livraison, j'ai reçu une carte de Noël. Elle dit au début, j'ai trouvé ça sympathique, mais après, je me suis dit comment ça qu'ils ont gardé mon adresse. C'est sûr que là, Mmh. après, c'est que c'est dans la même année. Dans la même année, c'est normal que l'info soit encore disponible du côté de l'entreprise. Mais c'est vrai aussi que est-ce que c'est moi, je trouve qu'il y a un aspect aussi un peu intrusif peut-être de dire ben comme c'est ça dépend qu'est-ce que tu as acheté. T'sais, si tu as acheté des trucs en lien avec Noël, peut-être de recevoir une carte de Noël, bon OK, ça va. Mais est-ce que utiliser l'adresse à d'autres fins? Moi, j'enverrais des cartes de Noël à des clients comme à qui je parle souvent, qui sont dont je suis très proche. Mais quelqu'un de random comme ça, je suis pas sûre que je le ferais, là, personnellement. Ouais, mais ça amène des enjeux effectivement parce que la loi 25 au niveau du consentement va régir un petit peu tout ça et quand on collecte un renseignement personnel à la toute base, donc là, dans le cas spécifique, une adresse, il faut savoir l'adresse, elle a servi à quoi? Si c'était pour une livraison à la base, bah, tu sais, ce serait correct effectivement que c'est comme une autre livraison. Bon, ça, tu sais, j'ai pas donné mon consentement explicitement à recevoir ça, mais tu sais, au niveau de l'utilisation prévue de l'adresse courrier, de l'adresse physique, ça fonctionne. Par contre, si Oui, j'ai donné mon adresse à la maison,
pour la facturation simplement, mais que moi, j'ai été chercher, tu sais, que j'ai été collectée et que Oui. personne m'a livré. Moi, j'ai donné mon adresse postale, j'ai de la misère, mon adresse à la maison pour ma facturation. J'ai pas donné mon consentement à ce que ce soit utilisé pour d'autres Pour choses. d'autres fins. Exactement. Et ça serait considéré comme un incident de confidentialité, là aussi. Dans le sens Mm. où, un incident de confidentialité, il y a 4 mots-clés qui sont importants. On parle d'un accès non autorisé. Donc, je me fais pirater ma boîte courriel. Le fraudeur a accès à des trucs qui n'étaient pas supposés. Une utilisation non autorisée. Donc, on est en plein dans l'exemple ici. Une communication. Donc, l'information, je l'ai, c'est legit que je l'ai et je la transmets à quelqu'un, mais je n'ai pas demandé l'autorisation à ma personne avant de le transmettre à un tiers. Et la perte d'un renseignement personnel, c'est les 4 mots-clés importants. Ça fait souvent Intéressant. réagir parce que je dis souvent en entreprise, surtout le côté RH, on va avoir tendance à souhaiter les dates de fête de nos employés. C'est Oui. bonne fête, joignez-vous à moi, c'est l'anniversaire d'Emeline aujourd'hui. Mais à la base, la date de naissance, je l'ai pour des questions RH, droit du travail. Est-ce que j'ai demandé le consentement à la personne pour communiquer sa date d'anniversaire Le à dire à tout le l'externe? monde, finalement, que c'est Exactement. aujourd'hui sa date, que c'est ça, sa date d'anniversaire. Ouais. On va terminer. Il y a 2 commentaires, 3 commentaires. Après, on va se laisser là-dessus. Comment savoir quoi inscrire dans la bannière de cookies? Valérie, c'est une question qui va nécessiter une réponse beaucoup plus longue, donc que je ne pourrais pas y répondre parce que c'est vraiment du cas par cas. En fait, il faut que tu audites ton site pour savoir c'est quoi les cookies que ton site récolte, déjà dans un premier temps. Et ensuite, tu vas savoir quoi indiquer dans ta bannière de cookies. Puis dans la bannière de cookies, ça doit être très clair. Il faut lister tous les cookies pour que la personne puisse les accepter ou les refuser à l'unité. Pas grand monde qui passe leur journée à ouvrir ça dans la bannière de cookies puis dire j'accepte Google Analytics, je refuse Facebook, j'accepte un tel, je refuse un tel, mais il faut que ça soit là parce qu'on parle d'un consentement clair, un consentement libre et éclairé. Donc voilà pour ta question. Malheureusement, je ne peux pas y répondre là, dans ton cas. Mimi a dit un OBNL a voulu fêter l'anniversaire de son nouvel employé. Il a dit qu'il ne devait pas utiliser sa date d'anniversaire car c'est une donnée personnelle, puis il a porté plainte. Intense. Ouais. Mais ça se peut. En fait, la personne, elle a le droit. C'est un peu intense, c'est quand même. Parce que quand on sait, moi, ce que aussi, c'est que si tu regardes en amont, c'était pas mal intentionné, là, c'était pour souhaiter bonne fête. Si c'est mal intentionné, là, tu peux comme élever le flag, mais sinon, honnêtement, faut pas virer fou, là, mais bon. Je vais juste m'assurer de bien comprendre. Étant en démarrage de vente de services, j'écris un document où j'inscris le genre de données que je vais récolter sur mes clients et j'envoie ça dans mon OneDrive, mais les données comme telles, où dois-je les conserver? Bien, dans les différents logiciels nécessaires. Donc, par exemple, QuickBooks. Est-ce que tu utilises MailChimp, MailerLite pour tes infolettres? Est-ce que tu as un formulaire de contact sur ton site web? Est-ce que ce formulaire de contact-là est connecté à un CRM, par exemple, ou à un outil externe de gestion de ta relation client? Donc, c'est là que, quand on disait au début, l'espèce de 2 heures, là, le 2 heures où on se met devant notre ordi avec une bougie et un thé, ben, ça, on revient à, ben, c'est ces 2 heures-là, ish, là, parce que ça va peut-être te prendre plus de temps, où tu regardes tout ton écosystème d'entreprise, puis tu fais comme, ah, OK, oui, j'ai des infos ici, j'ai des infos là, j'ai des infos là, et là, tu le mets en commun. Donc, voilà pour répondre à ta question. J'ai seulement une page Facebook. Mais ça va être la même chose hein, avec les réseaux sociaux aussi. S'il y a des gens qui, en message privé, envoient de l'information, ça va être le même principe. Hein. On reste quand même dans la loi. Merci infiniment, Emeline. On aurait pu en parler pendant des heures, mais je pense que ça fait déjà un bon tour d'horizon de la première ou des 2, 3 premières étapes pour commencer à se conformer. Puis, on le redit, on ne vire pas fou avec ça. Il ne faut pas que ça nous empêche de dormir. Il faut juste qu'on soit à notre affaire, qu'on commence à se conformer. Puis un éléphant, ça se mange par petites bouchées. La loi 25 aussi. Oui, absolument. Une étape à la fois, puis soyez indulgents, soyez patients envers vous. Absolument. Merci beaucoup. Bon Black Friday, tout le monde. Faites attention à votre carte de crédit, là. On ne fait pas de folie. Donc, bonne journée, tout le monde. Bonne fin de journée pour ceux qui sont en France. Et bon week-end. Bon Bye! week-end. Bye.